Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat que nous avons l'honneur de vous présenter toutes les semaines. Et aujourd'hui, nous avons avec nous sur ce plateau deux invités de marque qui ne sont plus à présenter. À ma droite, vous avez Yacouba Doumbia du quotidien L'Indicateur du Renouveau. Et à ma gauche, vous avez M. Fousseini Mariko de l'ONG Diogoni Maya. Bon, avec eux, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur trois thèmes. Le premier portera sur l'annulation de la subvention des États-Unis, enjeux et perspectives. Le second thème concernera le retour sur la scène de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et si le temps nous le permet, nous parlerons éventuellement des éboulements meurtriers qui commencent à causer une très grande préoccupation au sein de l'opinion nationale. Avec nous, sur le premier thème, nous allons d'abord poser la question à M. Fousseini Mariko de l'ONG Diogoni Maya. Que pensez-vous de cette annulation de la subvention que les États-Unis accordent au Mali? Avant de commencer, nous saluons tous les spectateurs de la chaîne TM1. J'avoue que la nouvelle de l'annulation de la subvention a fait du mal. Parce qu'il faudra comprendre qu'aujourd'hui au Mali, nous avons plein de bureaux d'études qui ont marché à travers ces financements-là. Donc leur annulation a beaucoup joué sur tous ces jeunes qui comptent sur le fonctionnement de ces bureaux pour avoir de l'emploi de façon périodique afin de subvenir aux besoins de leur famille. Donc l'idée de l'annulation, vraiment, ça les a fait du mal et beaucoup comptaient sur ces financements-là pour faire des activités et puis préparer le mois de Ramadan qui doit commencer dans quelques jours. Donc vraiment, l'annulation de la subvention, ça a fait beaucoup de mal dans un pays où la jeunesse n'a pas d'emploi et qui compte sur des subventions pour pouvoir vivre du jour au lendemain. Monsieur Yacouba, qu'est-ce que vous pensez également de cette situation? Parce que je pense que ça va au-delà même de la simple problématique de la création des emplois, parce que vous avez certainement vu le communiqué des ministres des Affaires étrangères réagissant pour dire qu'ils sont un peu surpris par rapport à cette aide. Effectivement. Quand on parle de l'aide au développement du gouvernement américain aux pays africains très généralement, on pense à l'USAID. L'USAID, c'est plus de 10 000 emplois. Sur les 10 000 emplois, les 2 tiers sont à l'extérieur, dans d'autres pays qui collaborent avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, quand vous regardez, l'USAID, depuis des années, intervient au Mali, très généralement dans des actions humanitaires. Quand on regarde d'abord, le premier volet c'est la santé, à travers planning familial, lutte contre le sida, Covid, et l'USAID intervient dans ces domaines. En plus de ça, l'USAID intervient au Mali dans le domaine de l'éducation. C'est vrai, il y a des volets dans ce sens-là que l'USAID soutient. En plus, il y a aussi des actions humanitaires comme le programme alimentaire. Nous sommes dans un pays en guerre, qui parle de guerre, parle des réfugiés, des déplacés. Et on a vu récemment, cette année, si je ne m'abuse pas, lors des inondations, l'USAID a fait des dons aux victimes. Et ces dons ne sont pas passés par divers chemins, mais il y a eu des paiements directs à travers des numéros de téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde le dernier communiqué du gouvernement malien, ça laisse des doutes. C'est vrai, ça soulage des populations, c'est vrai, ça crée des emplois. Il y a des dizaines ou des centaines de Maliens qui travaillent dans ce sens et des milliers de personnes qui bénéficient de ces projets à travers la santé, l'éducation. Mais selon le communiqué du gouvernement, très généralement, l'aide destinée au développement tombe aussi sur des trucs, sur des réseaux terroristes. Et le gouvernement malien l'a dit. Comment ça se fait? Moi, je ne sais pas. C'est les autorités qui ont des preuves. Mais ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, USAID travaille avec des ONG. Et tous ces ONG ne sont pas propres comme
le gouvernement souligne. Et certains de ces ONG travaillent avec les groupes armés terroristes qui déstabilisent le Mali depuis des années. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement a demandé des enquêtes, l'ouverture d'une enquête judiciaire par les autorités américaines pour situer les responsabilités. Parce que très généralement, quand on parle de l'argent des financements, ça ne tombe pas, ça ne vient pas, ça ne tombe pas dans le budget du gouvernement. C'est à travers des ONG, des petites ONG, que ce soit des ONG nationales ou internationales, mais qui travaillent sur un programme bien déterminé. Et c'est pourquoi le gouvernement demande des enquêtes pour voir réellement quelles sont les ONG qui sont impliquées dans le soutien au terrorisme, parce qu'il n'y a pas de terrorisme sans soutien. Quels sont ces organismes qui soutiennent? Moi, je pense que c'est de bonnes guerres. C'est vrai que c'est difficile parce que nous sommes dans un pays en guerre et les difficultés sont nombreuses. Mais aujourd'hui, chercher à vérifier certaines situations, moi, je pense que c'est aussi une bonne chose pour éviter ce qu'on appelle à ce que chaque fois qu'on profite de certaines situations pour financer le tourisme. Et aujourd'hui, c'est de bonne guerre. On ne peut jamais se réjouir de la fin d'un tel projet parce que c'est des gens qui bénéficient. Et il a si bien dit, on entre au mois de Ramadan. Quand on parle de programme alimentaire, c'est aussi des vivres à donner aux plus démunis. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le gouvernement. On a vu récemment, au même moment, les autorités maliennes, précisément le ministre de la Santé et du Développement social, qui a fait un plan, un vaste plan humanitaire évalué à plusieurs milliards et qui demandait même des partenaires pour financer ça. Et au même moment, le plus grand bailleur, l'un des plus grands bailleurs qui est l'USAID, quand l'USAID est plus bagage, moi je pense que c'est inquiétant. De toutes les façons, nous souhaitons que ça soit temporaire pour éviter ce qu'on appelle un désastre. Ok. Monsieur Marico, est-ce que vous partagez le même avis? Est-ce que pour vous, il n'est pas temps vraiment de repenser la dépendance vraiment des pays vis-à-vis de ces financements, puisque ça commence à causer beaucoup de soucis apparemment? Oui, bon, c'est une question de gouvernance, mais ça ne doit pas causer de soucis. En réalité, c'est à nous de revoir notre système de gouvernance pour pouvoir mieux gérer les structures qui bénéficient de ces subventions-là. Donc, par exemple, l'USAID, il donne. Maintenant, il donne à des Maliens. Donc, c'est à nous, c'est à nos autorités de pouvoir bien mettre des mécanismes de contrôle et d'identifier des ONG crédibles qui doivent bénéficier de ces choses-là. Mais maintenant, la population qui va être victime de cette gouvernance, ça c'est autre chose. Donc, le gouvernement est dans son droit, selon vous? Bon, le gouvernement, on devrait anticiper tout ça avant que cela n'arrive. Par exemple, aujourd'hui, ces structures-là sont créées à travers des structures de l'État. Donc, c'est à l'État de veiller à leur réglementation et à leur suivi. Donc, maintenant, dire à poser des problèmes jusqu'à ce que le financement soit un souci, donc cela peut-être ne doit pas y être, quoi, parce qu'on doit d'abord anticiper toutes ces choses-là avant que cela n'arrive. Peut-être il n'est pas encore, ce n'est pas possible, peut-être facile de dire exactement la chose, mais nous devons être alertes, les autorités doivent être alertes pour pouvoir circoncer à ces choses-là. Du moment où on a la latitude de retirer l'habilitation aux structures pour ne pas qui n'obéissent pas aux règles, donc mieux vaut accélérer ces mécanismes-là, mettre des mécanismes en place pour pouvoir mettre à côté des structures qui ne sont pas crédibles, donc que de faire perdre tout un pays l'aide au développement, quoi. Donc c'est cela, vous pensez aussi qu'on devrait quand même pouvoir anticiper sur ce travail-là avant que ça ne soit fait de cette façon et puis aussi que ça ne puisse engendrer des conséquences comme on en connaît aujourd'hui? C'était difficile parce que c'est un imprévu. D'abord, il faut préciser que concernant l'USAID, le gouvernement, les autorités maliennes n'ont pas chassé l'USAID. Non, mais en réalité, ce qu'ils demandent, c'est qu'on devrait faire quand même, c'est l'État qui donne des agréments ou bien des récépissés et autres, en tout cas des documents administratifs pour que ces ONG puissent opérer sur le plan national. Est-ce qu'un travail devrait être fait qui n'a pas été fait pour que ces ONG puissent détourner par exemple ces fonds à d'autres fins? Effectivement. De toutes les façons, il y a toujours d'abord à vérifier.
c'est le gouvernement qui l'a dit. Le gouvernement a ses preuves. Moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà, le gouvernement a déjà retiré et sanctionné plusieurs ONG, empêché de travailler au pays pour diverses raisons. Et aujourd'hui, ça veut dire que le gouvernement travaille là-dessus. Donc, concernant cette situation, c'est vrai, on ne peut pas du jour au lendemain détecter temps en temps, mais ce qui est sûr est que du fait que le gouvernement a déjà empêché certaines ONG de travailler au pays, moi je pense que ça veut tout dire. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, un tel appui, un tel bailleur, quand il part, moi je pense que ça laisse toujours des traces. Nous sommes dans un pays confronté par le terrorisme. Qui part du terrorisme par des causes. Quand on regarde des causes du terrorisme aujourd'hui, la pauvreté est l'une des causes du terrorisme, parce que c'est des gens, quand tu ne parviens pas à manger, quand tu ne veux pas se soigner, quand des terroristes viennent et te proposent peu d'argent, beaucoup de personnes sont motivées d'aller les rejoindre. Voilà, la meilleure manière de lutter, c'est aussi vraiment de faire face à toutes ces situations pour éviter que le rang du terrorisme ne grossisse. Okay. Donc on va directement aller sans transition, je pense que ça peut être sur le mot de la fin. Anticiper et puis également créer de l'emploi pour ne pas que les jeunes aillent dans le sens du terrorisme. On va directement aller à notre deuxième thème. Vous avez sans doute suivi l'actualité par rapport au retour, en tout cas sur scène, de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, et qui a eu quand même des mots assez durs concernant le pacte qui liait, on va dire, en tout cas la branche du M5 RFP qui lui est favorable aux autorités de la transition. Monsieur Yacouba, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette situation, Monsieur Doumbia? Bon, c'est pas surprenant cette sortie de Choguel, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, comme on le sait tous. Il a déjà fait la première rectification ou clarification qui lui a coûté son poste de Premier ministre. Et aujourd'hui, il était ce qu'on appelle dans la logique de réagir pour compléter les choses, parce qu'il avait fait des réserves lors de la première sortie. Maintenant, ça c'était le grand déballage. Et dans sa sortie, il a fait des accusations. Il a accusé ses anciens collaborateurs. Il a fait également des propositions. Mais quand on regarde des accusations, il a dénoncé la prolongation de la durée de la transition sans concertation, la gestion de la crise énergétique au Mali sans personne, et également le report des élections sans débat au préalable. Ce sont des choses que le Premier ministre a dénoncées lors de son intervention. Mais ce qu'on retient dans tout ça est qu'on sent un Premier ministre qui n'a pas du tout digéré son départ de la primature. Un Premier ministre qui a longtemps encaissé, selon lui-même, qui a longtemps observé, mais aujourd'hui le moment est venu de clarifier les choses, les positions comme il l'aime si bien dit. Mais avant lui, il y a déjà des personnalités qui ont demandé à ce que la durée de la transition soit limitée, comme professeur Alounoumou, comme Moutakatal. Mais aujourd'hui, Choguel, c'est surprenant parce qu'il est un des grands acteurs, c'est un comptable de la transition. Il a fait plusieurs années à la tête du primature, mais il n'a jamais demandé à ce que... Au contraire, il a même changé, il a dit que non, c'est impossible dans un pays en guerre. Maintenant qu'il n'est plus aux affaires, et il veut qu'on aille aux élections. De toutes les façons, les Maliens sont là pour apprécier. On a vu le Choguel d'hier et le Choguel d'aujourd'hui, et on a toujours dit, quelqu'un qui dénonce chaque fois ses collaborateurs, il faut se méfier de cette personne. On a vu comment Choguel a dénoncé la situation avec Ibeka. Et pourtant, il a collaboré avec Ibeka. Il a même été le ministre porte-parole du gouvernement. Mais il n'a pas hésité à lâcher Ibeka publiquement. Et aujourd'hui, c'est le tour aux militaires. Et moi, je pense que c'est inquiétant pour une personnalité qui a eu de lourdes responsabilités à gérer des affaires du pays, se permettre
de parler à toutes les occasions. Moi, je pense que c'est vraiment inquiétant. Monsieur Marico, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Est-ce que c'est pour se faire une nouvelle virginité? Est-ce que c'est pour rebondir sur la scène politique? Ou est-ce que c'est tout simplement pour porter un peu cette sorte de camisole de victime, la victimisation? Puisque ça peut plaire aux Maliens, à certains Maliens aussi. Oui, ça ne plairait pas aux Maliens parce que aujourd'hui, lui, il est la transition, c'est des parties prenantes. Il était le délégué d'une partie prenante. Donc tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui publiquement, c'est à l'interne qu'il doit le dire, quoi. Nous à l'extérieur de leur regroupement, nous n'avons pas besoin de ces informations parce qu'il a été mandaté par un regroupement pour les représenter dans le gouvernement comme Premier ministre. Donc s'il y a des problèmes, donc c'est au sein de son groupe, le groupe qu'il a mandaté, donc cette décision doit se faire à l'intérieur. Donc nous, Maliens, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des autorités, on a besoin d'un mécanisme de fonctionnement de notre pays. Donc un individu isolé, un représentant d'un regroupement, tout ce qui lui est arrivé n'est pas le problème du citoyen. Donc selon vous, c'est un non-événement. Bon, l'autre jour, j'ai lu un vieux où dit, quel que soit l'événement, quand l'événement est lié, donc c'est un événement, mais c'est un événement qui n'a pas de danger important sur la vie des citoyens. Par exemple, aujourd'hui, l'électricité, tout ce qui sont en train tout ce que lui il est en train de décrier, mais il avait été mandaté pour le corriger. Donc s'il y avait des difficultés pour arriver à ces résultats, donc c'était à lui de dire au sein de son groupe, vous m'avez envoyé, nous avons fait partie de l'ancien président pour changer une situation. Aujourd'hui, vous me mettez Premier ministre, vous m'avez délégué, je suis votre représentant. Et en tant que votre représentant, je n'arrive pas à faire mon travail pour arriver à ces résultats. Donc c'était à lui de dire ça au sein du M5, et c'est les M5 qui devraient porter ce projet-là au sein de leurs partenaires. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de M5, donc si lui il vient dire ça au peuple, le peuple n'est pas du M5. Donc nous, ça nous n'a pas d'importance à écouter, à perdre notre temps avec des choses comme ça. Mais ça nous revient à dire désormais de mettre dans les documents administratifs du Mali des mécanismes de gouvernance et de gestion. Donc quand des individus occupent de tels postes de responsabilité, ils doivent être tenus à des clauses de confidentialité pour ne pas divulguer certaines choses sur la place publique, quoi. Donc c'est ce qu'on retient de l'événement. Alors, un non-événement, vous aussi, est-ce que vous partagez le même avis, M. Doumbia, sachant que quand même c'est un poids lourd quand même de la scène politique malienne? Je ne peux pas dire que c'est un non-événement parce que cette sortie intervient à une période où il y a un peu plus de plus en plus de concertation concernant les nouvelles taxes prises récemment par les autorités, et il y a eu ces décisions ont impacté négativement sur la popularité des autorités de la transition. Et Choguel, c'est un communicant, c'est un stratège qui observe. Moi je pense qu'il voulait profiter de ce moment pour faire passer un message, mais en ignorant que vraiment, même s'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent mobiliser les Maliens, lui n'en fait pas partie, parce que déjà quand on regarde, il a fait la lutte avec des personnalités et toutes ces personnalités sont parties aujourd'hui. Comme il a si bien dit, pratiquement on se demande qui est M5, qui ne l'est pas, parce qu'il y a plusieurs tendances déjà. Il y a la tendance de Choguel, tendance de Oumarou, tendance de l'ancien Premier ministre Modou Bouz, Cheikh Oumar et autres là. Moi je pense que c'est divisé en trois parties. Et vous avez récemment, hier j'ai suivi des jeunes qui se réclament jeunesse du M5 RFP, qui disent ne pas reconnaître cette sortie de Choguel. Ça veut tout dire. Mais moi je pense que c'est quelqu'un qui a le courage au moins de dire ce que les autres ont peur de dire. Les politiques durant ces temps, on n'a aucun acteur politique qui sort comme ça et dénonce publiquement. Tout le monde a peur. Mais aujourd'hui, Choguel, quand même, il faut le reconnaître, il a le courage de sortir et de dire ses vérités. Il l'a fait devant Ibeka, il a même fait la prison. Mais c'est quelqu'un qui a le courage de dire chaque fois
ce qu'il pense. Mais c'est pas un non-évident parce que c'est aussi une manière d'ouvrir la porte aux autres qui sont là, qui disent ah vous avez peur, donc la porte est ouverte, venez me rejoindre et on va faire la lutte ensemble. La question est de savoir est-ce que les autres vont lui faire confiance. Ok. Voilà. Sur le premier thème, vous aviez la parole, le dernier mot. Et sur ce second, nous allons peut-être donner cette fois-ci la parole à M. Marico. Est-ce que vous êtes du même avis? Vous pensez qu'il a profité d'un moment où c'est l'accalmie, où les leaders politiques ne s'expriment pratiquement plus. Ils surfent en fait sur une vague et qu'il profite vraiment du moment pour... revenir sur la scène? Oui, non, les leaders politiques s'expriment, mais les gens ont diverses manières de s'exprimer. La manière désordonnée de s'exprimer quand on atteint, parce qu'aujourd'hui nous avons plusieurs anciens premiers ministres qui peuvent faire autant. Mais maintenant, quand on atteint un certain nombre de niveaux de responsabilité dans un pays, il n'est pas bon de sortir pour divulguer des choses qui se sont passées à l'interne entre un premier ministre et le président de la République, et surtout dans une période de transition où nous avons lui-même nous avons beaucoup d'ennemis. Donc c'est permettre aux ennemis de mieux abattre le Mali, quoi, que de se positionner, que de faire du bien pour le Mali. Au contraire, au lieu de permettre, au lieu de donner une solution, il permet aux autres de mieux abattre la transition actuelle qui va encore mettre tous les Maliens dans des situations très compliquées. Nous sommes aujourd'hui dans une situation compliquée, donc c'est pour permettre à ce que la situation s'aggrave davantage. Si on comprend, le moment est mal choisi. Troisième et dernier thème que nous allons survoler en raison de la contrainte du temps que vous connaissez tous, ce sont les éboulements meurtriers. Vous n'êtes pas sans savoir que le 15 février de ce mois, il y a eu dans le cercle de Kéniéba un éboulement qui a entraîné la mort d'une quarantaine de personnes, dont beaucoup de femmes. Avant ça, fin janvier également, il y en a eu. D'abord, Monsieur Marico, vous allez garder la parole. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, brièvement, et comment il faut mettre fin à ce carnage? Pour mettre fin à la situation, d'abord, il faudra qu'on ait des textes clairs pour pouvoir gérer ces situations-là. Parce qu'aujourd'hui, en regardant des textes, il n'y a rien. Et il y a personne, les situations sont posées et il n'y a personne qui est responsable de la situation. Donc, à mon avis, il vaut mieux, pour les autorités, c'est de chercher à mettre des mécanismes, des textes clairs pour la gestion de telles choses, donc pour permettre aux citoyens d'aider les autorités à trouver la solution à la situation. Monsieur Doumbia, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette situation, d'autant que, comme vous le savez, le Premier ministre a promis des enquêtes quand même, que ce qui s'est passé la dernière fois à Kéniéba ne restera pas un fait divers. Que pensez-vous pour régler cette situation? Est-ce que ces mots sont assez forts pour décrire un peu l'enjeu du moment? C'est inquiétant quand le Premier ministre l'a dit la fois dernière que le président a donné des instructions pour que cette situation ne soit pas un fait divers. Mais malheureusement, on n'a rien vu. C'est vrai que les membres du gouvernement sont partis à Dabia pour constater les faits, mais on n'a rien vu. On pensait que le lendemain ou dans la soirée, le président allait prendre une décision pour suspendre les permis d'exploitation des petites mines. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. On a l'impression que j'ai des informations le jour où les membres du gouvernement sont partis à Dabia pour aller présenter les condoléances. Avant qu'ils n'arrivent à Bamako, les activités ont repris dans la zone. C'est inquiétant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités doivent prendre des responsabilités. C'est une question d'avenir. Quand on regarde les eaux du fleuve Djoliba aujourd'hui à Bamako, c'est pas possible. On ne peut pas laisser un pays comme ça. Tôt ou tard, dans 10 ans, il n'y aura plus de fleuve, il n'y aura plus de terres cultivables au Mali. Moi, je pense que la meilleure manière, c'est vraiment de suspendre temporairement. Parce qu'on avait à un moment donné où il y avait beaucoup de coupes de bois au Mali. Le ministre de l'Environnement a suspendu la délivrance de permis de coupe de bois au Mali durant 2 ans. Je salue Poulo, le ministre Poulo était là-bas à l'époque. Il a fait durant 2 ans. Mais aujourd'hui au Mali, on peut le faire. Il faut suspendre ces permis des petites mines. Mais ces petites mines, parlons même, M. Massiri. Quand on regarde ces petites mines, l'apport est minime au budget. L'apport est minime, mais les dégâts sont énormes.
Et ce sont des mines qui font des extractions à ciel ouvert. C'est beaucoup d'espace, des arbres périssent, beaucoup de choses. Et ils utilisent également des produits nocifs comme des cyanures ou autres à ciel ouvert. Moi, je pense que c'est inquiétant. Si ça continue comme ça, dans 10 ans, il n'y aura pas de cours d'eau non pollués au Mali et il n'y aura pas des espaces, il n'y a pas de forêt, il n'y aura pas des espaces culturables. Et pour éviter tout ça, le président l'a dit, on attend depuis plus de 2 semaines, il n'y a rien. Moi, je pense qu'il faut suspendre ces petites mines temporairement, voir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que la question est très simple. Ce sont des Maliens qui cherchent ces permis-là élus à des étrangers. À des étrangers qui ne respectent aucune règle du Mali. Moi, je pense que ça, c'est des Chinois qui font n'importe qui, tout est permis. On ne va pas quand même stigmatiser. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres nationalités qui sont liées à cela. Quand on parle des petites mines très généralement, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La réalité est qu'en majorité, ce sont les Chinois qui travaillent sur ces sites-là. Et quand on regarde leur manière de travailler, moi, je pense que... Et le plus inquiétant, sur ces sites des petites mines, ce sont des anciens bandits, des déserteurs qui sont là-bas pour assurer la sécurité. Et je crois tout permis, ils n'hésitent pas à tirer sur les populations locales et c'est inquiétant. Si le gouvernement ne fait pas quelque chose, il y aura ce qu'on appelle un problème au niveau local parce que les gens sont désormais déterminés à défendre leurs champs, mais aussi à défendre leur dignité parce que c'est une question de dignité désormais. Voilà, donc c'est peut-être, sauf si la régie nous accorde juste une minute pour clôturer sur ça. Pour les régions, au-delà des petites mines, aujourd'hui il y a lieu pour les autorités d'évaluer toutes les études d'impact environnemental de toutes les mines industrielles. Donc, quand vous prenez la mine de Morila, mais l'étude d'impact environnemental, ce que l'étude avait dit et ce qui a fait que le ministre de l'Environnement les a donné le permis environnemental, mais rien n'est respecté. Quand vous prenez la commune de Domba, il y a une carrière à 10 mètres de l'école publique. Et pourtant, le ministère de l'Environnement les a délivré un permis environnemental. Est-ce que le ministère, à l'époque, s'était assuré de la légalité des choses et du respect des normes pour délivrer ces permis-là? Donc aujourd'hui, il y a lieu pour les autorités de revoir tout, que ce soit même les mines industrielles, le respect des études d'impact environnemental, évaluer cela et mettre à la disposition des autorités et de la population des textes clairs pour la gestion de l'exploitation des ressources naturelles au Mali. Merci beaucoup, M. Mariko. Merci beaucoup, M. Doumbia. Donc, je rappelle que nous avions sur ce plateau M. Doumbia, qui est journaliste au quotidien L'Indicateur du Renouveau, et M. Mariko de l'ONG Diokonimaya. Moi-même, j'ai eu le plaisir et l'honneur, le privilège de vous présenter cette émission aujourd'hui. Donc, je vous remercie et à la prochaine.